nous allons effectivement commencer cette conférence pour mieux connaître la Suède d'une part et connaître aussi le programme de la présidence suédoise du Conseil de l'Union, puisque c'est tous les 6 mois. Vous savez que le Conseil de l'Union européenne est présidé par un nouvel État membre. C'est un partenariat relativement ancien avec Musée en musique. Nous fonctionnons depuis 2009 sur cette question. On a organisé, donc si on compte aujourd'hui, nous avons organisé 26 conférences sur les pays. Il y a des pays qu'on n'a pas pu traiter parce qu'il y avait la crise de la Covid et par conséquent, pendant cette crise, on n'a pas pu traiter certains pays. Pour la Suède, c'est la 2e conférence, ce qui veut dire qu'on a fait le tour de l'ensemble des États qui président. Et je crois que c'est intéressant. La première s'était déroulée le 3 octobre 2009 avec Mikael Jansson, qui était le directeur du Centre culturel suédois à Paris. Nous accueillons aujourd'hui Johan Edman, qui est conseiller politique à l'ambassade de Suède de Paris. Merci de votre présence, de participer à cette conférence. C'est important d'entendre, en quelque sorte, les représentants des ambassades. Donc je vous cède tout de suite la parole. Merci, merci. Vous m'entendez là? Oui. Parfait. Très bien, merci, un grand merci. Et je suis d'abord, je veux dire que je suis assez bouleversé par l'accueil chaleureux à Grenoble. Et je n'en ai pas une excellente idée d'avoir toute une série d'événements, un concert, un repas suédois. J'attendais pas manger de boulettes de viande ce midi à Grenoble. Ça fait grand plaisir. Et ensuite une conférence. Mais donc, un grand merci. Et mesdames, messieurs, chers amis de la Suède et de l'Europe, merci tout d'abord à l'Université populaire européenne Grenoble pour cette invitation. Je suis ravi d'être ici. C'est un vraiment grand plaisir de nous, de l'ambassade de Suède, de pouvoir participer et assister à cette conférence. Et merci aussi pour cette opportunité de présenter mon pays, la Suède, ainsi que nos priorités pendant la présidence suédoise qui est en train le travail qui est en cours. Et tout d'abord, peut-être, j'aimerais bien dire quelques mots sur la Suède. Comme vous le savez, probablement, la Suède a adhéré à l'Union européenne en 1995. Et pour nous, pour la Suède, cela représente un élément historique, parce que la Suède, jusqu'à ce moment-là, a été un pays neutre. Et donc c'est un changement de cap de la politique suédoise d'adhérer à l'Union européenne en 1995. Et ça, cette adhésion à l'Union européenne s'est faite après quelques années de crise financière que nous avons vécues tout au début des années 90, qui ont suivi par des réformes profondes de notre économie pour devenir encore plus compétitive et pour rééquilibrer nos finances publiques et notre production sociale. Et voilà, et cet esprit de coopérer davantage avec nos amis européens et lier notre économie avec celle de nos amis européens, c'est une tendance qui s'est renforcée depuis. Et je tiens aussi à préciser que la Suède ne fait pas partie de l'euro. On a eu un référendum en 2003, donc 8 ans après notre adhésion de l'Union européenne, et le peuple suédois a voté contre. Donc une majorité, 56% ont dit non. Mais quand même, le soutien en Suède pour l'Union européenne reste très solide. L'attitude positive des Suédois et des Suédoises à l'égard de l'Union européenne augmente. Selon les derniers sondages, 57% de la population suédoise a une opinion assez positive, ou assez ou très positive même, de l'Union européenne. Et ça, c'est une augmentation, donc c'est une tendance, c'est une augmentation de 10%. Donc la tendance est plutôt positive et pro-européenne. Mais il faut aussi, pour comprendre la Suède et notre position dans l'Union européenne, il faut comprendre que la Suède est un pays
qui est très tourné vers l'exportation et le commerce extérieur. Notre marché intérieur, on est un pays de 10 millions d'habitants, même qu'il est un pays assez... la superficie de la Suède est étendue. Donc pour nos entreprises, c'est toujours été important de regarder au-delà de la Suède, notamment l'Europe. Et l'exportation représente 45% de notre produit interne brut. Et un tiers de nos exportations dépend de composants importés. Donc ça fait que le commerce est très important pour la Suède, le commerce extérieur. Mais c'est important aussi, la moitié de nos exportations proviennent d'entreprises étrangères installées en Suède. Donc la prospérité de la Suède dépend donc de bonnes relations avec le reste du monde, notamment avec l'Europe, le voisinage. Nous sommes des Européens. Et c'est pourquoi pour nous, nous attachons une grande importance au bon fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne. Et également que le libre-échange au-delà des frontières de l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle que la Suède cherche à trouver un bon équilibre entre la notion de la souveraineté et d'autonomie stratégique, comme voit c'est français, donc on est très bien, et en même temps, une ouverture vis-à-vis du reste du monde. Et tout à fait, c'est la deuxième fois que la Suède, que l'ambassade participe à des événements à Grenoble, évidemment, mais c'est la troisième fois que la Suède préside ou assure la présidence tournante de l'Union européenne depuis notre adhésion. Et cette fois-ci, on le fait dans un trio avec la France, la présidence française, et puis la présidence de la République tchèque, et donc on appelle ça un trio, un trucat, que la Suède maintenant assure. Et ici, j'aime bien saluer aussi les deux présidences précédentes, la France et la République tchèque, parce que la France a pris la présidence d'un moment très difficile pour l'Union européenne, notamment la guerre en Ukraine, la guerre menée par la Russie en Ukraine. Mais la France et ensuite la République tchèque, quand même, malgré la situation difficile, a pu apporter une réponse très ferme et unie envers la Russie. Et ça témoigne également de la solidarité européenne de la population ukrainienne. Et la Suède a donc pris le relais après ces deux présidences. Et également, la France et la République tchèque ont également mené de très bonnes présidences pour faire progresser de nombreux dossiers communautaires. Et donc, comme j'ai déjà évoqué, la présidence suédoise, cette fois-ci, est fortement impactée par la guerre menée par la Russie, l'agression russe en Ukraine, mais également, en même temps, la crise énergétique, la crise climatique et une situation économique qui est assez compliquée en Europe. Mais comme disait l'un des pères fondateurs de l'Europe, Jean Monnet, l'Europe se fera dans les crises. Mais lors de notre présidence, il reste à peu près un mois de la présidence cette fois-ci, l'ambition a été d'être à l'écoute de tout le monde, d'être impartial et de trouver des compromis afin de pouvoir avancer des dossiers communautaires. Et en tant que présidence, nous présidons et on continue de le faire à peu près 2000 réunions à Bruxelles et nous organisons 150 réunions en Suède, y compris 12 réunions informelles ministérielles. Et la plupart de ces réunions en Suède, dans 150, sont organisées à Stockholm, dans le salon alentour de Stockholm. Mais j'aime bien donner l'exemple de qu'en janvier, comme d'ailleurs le sage, au début de la présidence, le roi de Suède et le gouvernement suédois ont reçu tout le collège de la Commission à Kiruna. C'est une ville qui se trouve dans l'extrême nord de la Suède. Justement, ça a été une occasion de discuter de la transformation verte et comment cela représente une possibilité, une opportunité pour nous tous de devenir encore plus innovateur et plus compétitif. Parce qu'au nord de la Suède, il y a
peut même parler d'une révolution verte qui est en cours, avec la production d'acier sans empreinte carbone. C'est le premier au monde, et en plus de la construction d'usines de batteries électriques. Et malheureusement, je n'ai pas un exemple ici, mais à l'ambassade, parfois, on a comme cadeau à des invités français, à certains ministres français, on a pu donner un exemple de cette production d'acier sans empreinte carbone. C'est assez impressionnant. Et pendant la présidence suédoise, notre gouvernement a fixé 4 priorités. La première, c'est la sécurité de l'Union européenne. Et c'est fortement lié à l'invasion russe en Ukraine, qui a complètement changé la situation sécuritaire en Europe. Et pour la présidence, pour nous, pour la Suède, il est important de préserver l'unité face à l'agression russe. Et comme d'ailleurs a dit la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, l'unité de l'Europe est un travail permanent. Et nous devons continuer à faire pression sur la Russie, entre autres à travers des sanctions, et veiller à ce que ceux-ci soient efficaces. Et pour cela, l'Union a adopté un 2e paquet de sanctions, et il y a des discussions sur un potentiel 11e paquet de sanctions contre la Russie. Et également, la Suède œuvre pour que l'Union continue et augmente son soutien politique, économique, humanitaire et militaire à l'Ukraine. Notre détermination reste forte par porter à l'Ukraine le soutien militaire nécessaire, et il restera aussi longtemps qu'il faudra pour faire échouer l'agression russe. À l'heure actuelle, l'Ukraine a surtout besoin de munitions et tout autre matériel militaire pour sa contre-offensive imminente. Il faut également augmenter la production d'armes en Europe et remplacer les stocks par un soutien continu à l'Europe. Et également, il y a une discussion sur l'utilisation des comptes gelés russes pour la reconstruction de l'Ukraine. Tout ça, c'est en cours. Et la présidence a instauré un groupe de travail dédié justement à analyser cette possibilité. Et ce groupe de travail continue son travail dans cette direction. Et également, notre point important, c'est que nous sommes également et résolument engagés aux côtés des Ukrainiens pour empêcher toute impunité. Et c'est un signal important que la Cour pénale internationale a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe. Parce que les atrocités commises et des crimes de guerre doivent être... tous ceux qui ont commis des actes de guerre, actes d'atrocité et des crimes de guerre doivent être tenus responsables de leurs actes. Mais l'Europe joue et continue de jouer un rôle décisif pour une Ukraine libre, démocratique européenne. Et l'avenir de l'Europe se joue en Ukraine. Alors, ça c'est la première. Je mets aussi une autre partie importante, bon, je vais parler de la sécurité, mais un autre volet de la sécurité, c'est aussi la politique de sécurité et de défense commune en Europe. Et la Suède œuvre pour que l'Union assume une plus grande responsabilité pour sa propre sécurité et aussi améliore sa capacité d'action. Évidemment, en comparaison avec nos partenaires. Et ici, dans ce volet également, la présidence travaille aussi pour renforcer le lien transatlantique et la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN, dans le domaine par exemple comme de menaces hybrides et cybersécurité. Comme vous savez déjà, la Suède est en train d'entrer dans l'OTAN et va atteindre l'objectif des dépenses liées à la défense correspondant à 2% du produit interne brut au plus tard en 2026. Ici, j'aime bien saisir l'occasion pour remercier la France pour son soutien à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Et la deuxième priorité de la Suède, c'est de renforcer la résilience et la compétitivité de l'Europe. La compétitivité est devenue moins forte qu'ici qu'ailleurs, notamment par exemple aux États-Unis et en Chine. Entre 2014 et 2019, la croissance des entreprises européennes est en moyenne 40% en dessus de leur homologue américaine. En même temps,
l'Europe a investi 40% de moins dans la recherche et de développement. Donc c'est important de renforcer notre productivité pour assurer une croissance économique à long terme. Et plus largement, il n'y aura pas d'autonomie européenne sans compétitivité européenne. Et, mais comment le faire? Évidemment, il y a du travail à faire. Donc, il faut continuer à approfondir le marché intérieur, comme je mentionnais tout à l'heure, qui nous attachons une grande importance sur le marché intérieur. Mais il faut aussi continuer à conclure des accords de libre-échange avec des partenaires. Par exemple, conclure des négociations de libre-échange avec l'Australie, mais aussi faire du progrès dans les négociations avec l'Indonésie, l'Inde et d'autres partenaires. Il faut aussi simplifier les règles vis-à-vis de nos entreprises et il faut investir plus dans la recherche et le développement. Ici, j'aimais bien mentionner une région qui devient de plus en plus importante et c'est aussi un dossier que nous avons hérité de la France, c'est Indo-Pacifique. Parce que la France, pendant la présidence française, la France a organisé pour la première fois un forum ministériel entre l'Europe et l'Indo-Pacifique, les pays de l'Indo-Pacifique. La Suède a pris le relais et a organisé le deuxième forum ministériel le 13 mai. Donc il y a une dizaine de jours à Stockholm. Et ça c'est important, c'est inscrit également dans l'importance de l'Union européenne de renforcer sa position stratégique en Asie et avec ses partenariats dans cette région. Et cette collaboration étroite est importante aussi pour renforcer le commerce et la coopération dans sécurité, lutte contre le changement climatique et dans d'autres matières avec nos partenaires en Indo-Pacifique. Et là, je veux même passer à la troisième priorité, qui est le climat et la sécurité énergétique. Parce que la guerre en Ukraine a montré que les énergies renouvelables ainsi qu'un approvisionnement énergétique fiable sont importants pour notre sécurité. Et je pense qu'on a tous pu constater et observer que les prix du gaz, de l'électricité élevés pendant l'hiver, c'est quelque chose notre présidence également a fait de notre priorité. Donc l'hiver s'est passé, mais l'hiver prochain, il faut bien se préparer pour l'hiver prochain également. Et un aspect très important de ça, c'est qu'il faut également réduire notre dépendance à l'égard du gaz russe et d'autres sources, mais également d'autres sources d'énergie fossile. Et pour ça, nous avons besoin de donner l'électricité plus sûre et sans fossile. Et dans le cas de la Suède et la France, c'est l'énergie nucléaire. Et également, depuis quelques mois, il y a des accords qui ont été conclus sur l'efficacité énergétique, les carburants maritimes durables et les infrastructures de carburant alternatif. Donc on fait du progrès au sein de l'Union européenne. Et la Suède a aussi, la présidence est parvenue à un accord préliminaire avec le Parlement européen sur la directive relative aux énergies renouvelables. Donc c'est quelques exemples de travail dans ces volets. Et enfin, la dernière et quatrième priorité, c'est la sauvegarde des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Et nous savons tous que la coopération européenne est basée sur le respect des valeurs fondamentales. Et la question de l'état de droit mérite une attention particulière. Et pour cela reste une de nos priorités pour nous, mais aussi dans la politique européenne en général. Et en tant que présidence, nous œuvrons donc pour que le dialogue sur l'état de droit continue afin de renforcer le respect de l'état de droit dans l'ensemble de l'Union européenne.
Et le prochain conseil informel des affaires générales, qui aura lieu à Stockholm en juin, la Suède va organiser un colloque avec les acteurs clés de la société civile pour faire le point et évaluer l'efficacité des outils de l'Union européenne en matière d'état de droit. Mais une précédence, c'est une grande responsabilité. Et nous sommes très fiers de l'assurer pendant ces 6 mois. Et nous travaillons tous ensemble avec détermination pour une Europe plus verte, plus sûre et plus libre. Ce sont les mots-clés de notre précédence. Et également, je pense, ça c'est des présences de la Suède et les priorités et quelques mots sur la Suède, mais je reste très ouvert à échanger avec vous et à répondre à toutes vos questions. Mais merci pour votre attention. Vous voulez donner quelques informations sur la Suède elle-même, éventuellement? Non? Oui, je peux évidemment. Qu'est-ce que vous intéressez Pour connaître un peu mieux le pays. Pour connaître un peu mieux le pays. Mais... Oui, oui, évidemment. Ben, si vous avez une question, peut-être c'est plus facile de... Les activités industrielles, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, les activités industrielles, pose madame. Les activités industrielles en Suède, hein? Ben oui. Qu'est-ce que vous exportez? Ah, oui, la Suède, en fait, l'économie suédoise est basée sur l'industrie. Et nous-mêmes, on dit souvent que la Suède est un pays d'ingénieurs, l'innovation, nous avons plus, je dirais même, plusieurs entreprises, même beaucoup d'entreprises au niveau international. Et vous avez mentionné une, IKEA, qui est très connue, évidemment. Mais il y a beaucoup dans plusieurs domaines. L'industrie, on a une production qui va des voitures jusqu'à des avions. On a même des productions de sous-marins. Donc là, il y a des aspects qu'on se ressemble un peu à la France. Donc l'industrie joue et continue à jouer un rôle important. Vous avez fait sur le plan de l'énergie un choix qui est très proche de la France, c'est l'énergie nucléaire aussi. Oui. C'est différent d'autres États, bien sûr, en Europe. Oui, le mix énergétique en Suède est compensé de 4 volets. Il y a l'énergie hydroélectrique, ça correspond à 42%. Il y a aussi l'énergie nucléaire, donc en France, 31%. Et il y a l'énergie éolienne, 17%. Et l'énergie thermique, 10%. Mais oui, le nucléaire, nos gouvernements regardent la possibilité du potentiel d'investir davantage dans le nucléaire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement travailler avec la France. Vous avez une question, madame? Il y a 2 questions qui agitent actuellement beaucoup les Français. C'est l'âge légal de départ en retraite et la prochaine évolution de la loi sur la fin de vie. Alors je sais que les pays scandinaves ont toujours eu un âge légal de départ en retraite supérieur à la France. Quel est-il actuellement en Suède? Et l'euthanasie est-elle légalisée en Suède? Merci beaucoup pour la question. Oui, les retraites, c'est une question très actuelle dans plusieurs pays. Et on en parle aussi également en Suède, c'est cette partie du débat. Et notre système de la retraite est basé sur 3 volets, 3 parties. La première partie, c'est la pension générale publique. Donc c'est chaque personne qui travaille contribue automatiquement, ou l'employeur, à la pension générale publique. Dans certaines organisations, il y a une pension de retraite professionnelle, c'est-à-dire c'est l'employeur qui contribue. Donc beaucoup d'entreprises, d'organisations font ces contributions. Donc c'est une deuxième partie. Et ensuite, une troisième partie, c'est la partie privée en fait. C'est ce que
chaque personne qui travaille a la possibilité de contribuer de manière individuelle, mais pour son compte, on va dire. Donc c'est 3 parties. Donc une partie, on va dire, générale, publique, retraite, pension de retraite professionnelle et privée. Et nous n'avons pas un âge, enfin, c'est l'âge, on va dire, on peut prendre la retraite à partir de 63 ans, mais ça va monter jusqu'à 64 ans l'année prochaine. Mais ça ne veut pas dire, mais en même temps, on a la possibilité de travailler jusqu'à 69 ans, pas plus. Si on met ça d'accord avec l'employeur, et il y a une demande également du côté de la personne qui travaille. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont pas 64 ans, c'est plus souple comme système. Donc on peut partir, je sais pas. Il y a un minimum. Ce qui est différent en France, c'est pas le minimum qu'on peut partir, par exemple, l'année prochaine, 64 ans. Ça va être le minimum pour commencer à toucher une retraite. Mais évidemment, dans le système suédois, plus on travaille, plus on contribue, plus on va recevoir. Voilà. Mais pour donner un exemple, il y a une pension générale de garantie qui à peu près, peut-être en taux d'échange, il y a plusieurs facteurs, mais entre 750 et 850 euros par mois. C'est une garantie minimum, on va dire, retraite minimum. Et voilà. Et ça, cette pension garantie, c'est un complément pour ceux qui touchent très peu. Et c'est à partir de 65 ans. Vous avez évoqué la retraite en euros, alors que vous auriez dû les évoquer en couronne, puisque vous n'êtes pas dans la zone euro. C'est intéressant de voir les comparaisons. Mais au fond, pourquoi les Suédois, par référendum, sont toujours opposés à rentrer dans la zone euro? Qu'est-ce qui justifie ce choix? Ou explique, justifie, je ne sais pas, mais explique ce choix. Il y a donc un référendum qui a eu lieu en 2003, où la population suédoise s'est exprimée plutôt en faveur de garder la couronne suédoise, la devise nationale, 50% de la population était en faveur de garder la monnaie suédoise. Et depuis, c'est le seul référendum qu'on a eu. Oui. Bon, de temps en temps, on a des débats. Sondage peut-être, non? Plutôt des débats, des experts et d'autres qui se prononcent sur un potentiel, pas potentiellement passer à l'euro, mais des avantages, des inconvénients évidemment. Je pense que c'est un pays comme la Suède qui donc traditionnellement dépend de l'exportation, qui est un pays très ouvert au marché international. Il y a certains avantages d'avoir sa propre monnaie, puisque par exemple, ça veut dire que quand il y a des conjonctures moins favorables dans le monde, dans l'économie mondiale, souvent ce qui se passe, qu'une devise comme la couronne a tendance à perdre son valeur, et les flux monétaires vont plutôt vers des devises qui sont considérées comme plus stables, comme les grandes devises. Et voilà, donc ça veut dire c'est une manière aussi de pouvoir continuer à exporter malgré quand il y a une conjoncture défavorable dans l'économie internationale. Mais bon, il y a des arguments pour et contre. Il n'y en a pas, je dirais qu'il n'y a pas en Suède actuellement un fort, on va dire, un débat pour rejoindre l'euro. Ça ne veut pas dire qu'on est tout ce qui est question budgétaire, évidemment, on prête beaucoup d'attention, mais pour l'instant, il n'a pas cette. Évidemment, il y a un débat de temps en temps, mais ce n'est pas quelque chose que. On ne va pas organiser, je pense, un référendum, en tout cas, peut-être à long terme, peut-être plus tard, mais pour l'instant, non. Voilà. Il y a un changement d'attitude politique ou géopolitique de la Suède
Vous avez évoqué, c'est intéressant d'entendre cela, vous avez évoqué l'idée que vous êtes rentré dans l'Union européenne par la volonté, en quelque sorte, d'être moins neutre. Mais vous êtes resté neutre, géopolitiquement, la Suède est restée neutre. Et comment se fait-il que cette guerre ou agression russe en Ukraine ait fait changer de comportement à l'égard de cette position de neutralité et surtout cette demande tout à fait inhabituelle de rentrer dans l'OTAN, que la Suède souhaite rentrer dans l'OTAN. Alors je sais bien qu'elle n'est pas encore rentrée parce qu'il y a un certain Erdogan, me semble-t-il, turc, qui n'est pas tout à fait enthousiaste de cette entrée, mais comment vous expliquez ou vous présentez ce changement de comportement de la neutralité qui a aussi été le cas de la Finlande, qui a changé aussi de posture de neutralité? Pourquoi ce changement de neutralité et pourquoi cette avancée en quelque sorte forte vers l'OTAN? D'abord, juste préciser que la Suède adhéré à l'Union européenne en 1995 oui. Et être membre de l'Union européenne, c'est difficile d'être complètement neutre. Ce qu'on peut faire, on peut ne pas faire partie d'une alliance militaire, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais être complètement neutre, on sait bien qu'en Union européenne, il y a des clauses qu'on peut déclencher en cas de crise pour recevoir du soutien des autres États membres, comme la France a évoqué d'ailleurs. Donc, la neutralité, je pense, c'est une chose, et une autre chose, c'est de ne pas faire partie d'une alliance militaire. Donc, ce premier pas vers, on va dire, la neutralité de la Suède, cette politique qui est d'ailleurs, je peux même le dire, mais l'architecte de cette politique de neutralité, c'est un Français. Je ne sais pas si vous connaissez, mais au début du XIXe siècle, le général napoléon Jean-Baptiste Bernadotte fut invité à devenir roi des Suédois. Il accepta, et avec l'aval de Napoléon. Et c'était l'idée à l'époque, en fait, la Suède n'était pas neutre à l'époque. La Suède venait de perdre une guerre contre la Russie. Et l'idée en Suède, c'était donc la Finlande, la Suède faisait partie d'un pays pendant très longtemps, et l'Empire russe occupait la Finlande. Donc l'idée, c'est reconquérir ou libérer la Finlande avec l'aide de la France, ou en tout cas avoir le soutien de la France. Donc, Jean-Baptiste Bernadotte arrive en Suède et devient Carl-Johan Bernadotte, roi des Suédois, mais il change complètement de cap. Il dit que ça ne m'intéresse pas. Il propose plutôt que la Suède devrait, parce que la Suède a participé à plusieurs guerres sur le continent, et de plutôt mener une politique de neutralité, de rester neutre, pas se mêler dans les grandes guerres européennes, éviter d'avoir des parties des alliances européennes, pour justement éviter la guerre et assurer la neutralité et la paix. Et cette politique, en fait, a réglé pendant 200 ans en Suède. Je dirais même que le moment que la Suède entre en Union européenne, en 1995, c'est le premier changement, on va dire, de cette politique. Mais après, avec l'agression russe en Ukraine, la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, l'invasion russe, en 2022, on a compris, c'était déjà une tendance. Vous savez, la guerre de la Russie en Ukraine, en Géorgie, la première guerre de la Russie en Ukraine en 2014. Bon, la situation de sécurité en Europe s'est dégradée et ça déclenche un débat de joindre potentiellement une alliance militaire. Mais c'est le moment que la Russie a attaqué l'Ukraine, un pays souverain, en utilisant la violence que la Suède et la Finlande ont décidé on ne peut pas rester neutre. On doit joindre une alliance démocratique de défense, voilà, l'OTAN. Et c'est la raison pour laquelle la Suède a donc décidé, le gouvernement suédois a décidé de joindre l'OTAN. Et on est en train
d'adhérer à l'OTAN. Comme vous avez évoqué, on n'est pas encore là, mais on s'approche. Et ce que j'aime bien aussi préciser qu'en Suède, c'est ce genre de décision stratégique. C'est un accord entre tous les partis politiques. Il y a dans le Parlement, les deux côtés du spectre politique, il y a une forte majorité qui sont pour. Il y a quelques exceptions, mais très peu d'exceptions. La vaste majorité des partis politiques sont pour l'adhésion à l'OTAN. Et c'est le gouvernement avant. Nous avons un nouveau gouvernement à partir d'octobre, qui est de centre-droite. Avant, on avait le gouvernement de sous-démocrate vert. Alors que ce processus de joindre l'OTAN a commencé avec le gouvernement avant, qui maintenant, le gouvernement actuel, est en train le gouvernement actuel continue ce travail. Donc ça montre aussi que c'est une décision qui est prise en consensus. Et le consensus et l'importance de le joindre l'OTAN. Voilà. Oui, dans le programme de la présidence suédoise, il y a vraiment cette idée de coopération intense entre l'Union européenne et l'OTAN, et notamment l'idée d'aller vers une politique européenne de la défense. Est-ce que c'est dans le programme de votre présidence, me semble-t-il, hein, c'est ça, hein, d'aller vers une politique européenne de la défense, hein. C'est déjà, il y a un volet de la politique de sécurité en Europe et de défense, et c'est beaucoup de travail qui a déjà été fait. Il y a la boussole stratégique, par exemple, la présidence française a fait un travail important là-dessus, par exemple, et nous continuons ce travail. Mais également, comme je l'ai mentionné, c'est important aussi, nous pensons que aussi renforcer les liens avec nos partenaires stratégiques, aussi dans les matières de défense, l'OTAN par exemple, voilà, parce que l'Europe et l'Européenne ont certaines capacités, mais il y a certaines capacités que nous ne disposons pas, que l'OTAN dispose, et vice-versa. C'est une complémentarité. Quelles sont les relations de la Suède avec les pays scandinaves depuis le début de la guerre en Ukraine? Un petit micro peut-être, un petit micro, ça serait bien. Je ne veux pas de micro. Quelles sont les relations de la Suède avec les autres pays scandinaves depuis le début de la guerre en Ukraine? Les relations entre les pays scandinaves sont excellentes. Et un taux de choix d'excellentes. Il n'y a rien à manquer. Nos relations avec nos voisins scandinaves et nordiques, hein, parce que les scandinaves, c'est nordique, ça inclut également en Finlande. Et sont excellentes, toujours excellentes. Il y a beaucoup de coopération entre nos pays, dans tous les domaines, et inclut également le domaine de la défense, mais aussi dans l'aspect commercial, des échanges entre les peuples. Et c'est quelque chose, c'est une tradition, c'est une vieille tradition dans les pays scandinaves, puisque même au moment que la Suède et la Finlande n'étaient pas membres de l'Union européenne, il y avait toujours, bien avant ça, il y avait une coopération très étroite entre les pays nordiques. Par exemple, libre circulation des personnes, par exemple. On avait ça bien avant notre tradition de l'Union européenne, entre les pays scandinaves, reconnaissance des diplômes, des passeports, etc. Donc c'est quelque chose qui était, je dirais même, c'est quelque chose peut-être après la guerre menée par la Russie en Ukraine, peut-être c'est encore plus renforcé, parce que par exemple la Suède et la Finlande, après la première guerre qui a réussi à mener en Ukraine en 2014, nous avons compris la nécessité de coopérer davantage dans le domaine de la défense, de la sécurité avec la Finlande. Donc c'est un travail qu'on a avancé les derniers 8-9 ans avec la Finlande. Donc il y a quelque chose qui a renforcé la coopération entre nos pays. Et maintenant avec la Suède aussi, qui on espère bientôt c'est un membre de l'OTAN. Comme la Finlande, c'est quelque chose qui va accroître les relations de la coopération entre les pays nordiques.
D'une certaine manière, le président Poutine a obtenu tout l'inverse de ce qu'il souhaitait. Il a obtenu la fin de la neutralité finlandaise et suédoise, il a obtenu une solidarité en matière de défense, enfin c'est tout l'inverse de ce qu'il avait imaginé d'une certaine manière. Question, oui. Votre pays est un pays de forêt. Quelle est l'influence du réchauffement climatique sur la forêt? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? L'influence climatique sur la forêt suédoise. Du réchauffement climatique. Là, je ne suis pas un expert sur la forêt, mais évidemment, les questions climatiques et le changement, c'est quelque chose qu'on prend très en sérieux. Et comme je mentionnais, la troisième priorité de la Suède, dans cette présidence européenne, c'est également l'économie verte, la transition verte. Donc c'est quelque chose qui figure très haut sur l'agenda de notre gouvernement. Et nous aussi, par exemple, je mentionnais cette production de l'acier sans empreinte écologique, par exemple, c'est quelque chose que nous attachons beaucoup d'importance à ces questions. Et également, la Suède, quand même, qui est un pays qui a couvert une bonne partie de la forêt, évidemment, c'est une question fondamentale très importante. Donc, c'est un travail qui se fait dans, je dirais dans plusieurs niveaux, au niveau gouvernement, les institutions publiques, mais aussi dans le privé. Je pense que les entreprises suédoises sont de plus en plus conscientes de l'importance de la transition de l'économie verte. Et voilà, donc j'ai cité déjà quelques exemples de cette transition vers une économie verte. Vous ressentez le changement climatique en Suède? Vous qui habitez à Paris, bien sûr. Je pense qu'on le ressent partout. Partout. Il y a un exemple anecdotique. Dans l'île suédoise de Gotland, par exemple, ils ont commencé une production viticulteur, une production de vin. Je sais pas, peut-être un signal, un petit signal du vin suédois, c'est bien. Il existe un vin suédois maintenant. Et d'ailleurs, quelque chose parfois on offre à nos investisseurs à l'ambassade de Suède, un vin produit en Suède, un vin suédois. D'un côté, c'est bien, mais aussi c'est un mauvais signal quand même, en même temps, que c'est la possibilité de produire du vin en Suède, parce que ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Oui. Autrefois, donc il y a de longues décennies, la Suède c'était le pays social-démocrate avancé en Europe. C'était un modèle. Et puis il y a eu l'assassinat de Olof Palme, et après il y a eu un changement d'orientation du pays qui est passé plutôt à. Il y a eu des phases à nouveau social-démocrate, mais enfin, en gros un libéralisme de pointe, plutôt conservateur. Mais la Suède continue de représenter quand même dans l'imaginaire français, par exemple, et même de l'Europe continentale, cette avancée. Donc je voulais répéter la question qui a déjà été posée, qui était la question de l'euthanasie, donc de la fin de vie. Comment ce problème est-il réglé, ou comment est-il abordé en Suède? Et puis je voulais poser une autre question, parce qu'elle est quand même liée à des développements politiques récents, et elle ne me semble pas être sur l'agenda de la présidence suédoise, c'est celle de l'immigration. La Suède est un pays qui reçoit énormément d'immigrés, c'est à son honneur, énormément, beaucoup plus que la France, et ça a été très visible à nouveau en 2015, proportionnellement à la population, mais bon, il y a des réactions politiques qui ont lieu dans tous les pays européens, et je voulais vous demander où ça en était, où ce dossier en était en Suède en ce moment. L'euthanasie et l'immigration. D'accord. D'accord, juste un commentaire au début, parce que vous avez évoqué l'état de providence tout au début, et juste que oui, forcément, c'est la réponse. Je mentionnais également que la Suède a vécu une crise économique, financière tout au début des années 90, mais cette démocratie, quand même, a montré preuve de la stabilité.
on a eu des changements régulièrement entre les deux camps politiques, donc c'est tout à fait normal. Mais bon, évidemment, il y a un travail important qui était mené d'abord à l'époque, tout au début des années 90, par la partie social-démocrate qui est en pouvoir, et puis ensuite par le nouveau mouvement qui est en opposition, donc une coalition de centre-droite. Donc ça montre aussi que dans les crises en Suède, les deux côtés, les deux spectres de la politique prennent le relais et continuent le travail, parce qu'ils ont cet état de providence, quelque chose qui est très fort là, c'est le consensus. Quand c'est un consensus, on va prendre des décisions de grande importance. Voilà. Et migration, je pense que c'est aussi un défi, comment, certes, la Suède a été depuis maintenant 20, 30 ans un pays où les gens, pour des raisons différentes, les gens sont venus de plusieurs pays différents, s'installer en Suède. On parle des réfugiés surtout. Des réfugiés, ça a commencé tout au début avec les Chiliens qui sont enfuis de putsch militaire en Chili. C'était en première vague. Ensuite, avec la guerre entre Iran et Irak dans les années 80, on a accueilli des réfugiés iraniens et irakiens. Et ensuite, il y a d'autres conflits comme la Corne de l'Afrique. Tout récemment, les guerres en ex-Yougoslavie, les Balkans. On a reçu des réfugiés qui sont venus en Suède, Bosnie, mais aussi d'autres pays. Mais ça, c'est aussi intéressant, parce que ça, c'est des réfugiés qui sont venus dans les années 90, de la guerre, les guerres en Yougoslavie, ex-Yougoslavie. Mais il y avait déjà avant une migration des travailleurs des pays européens, de l'Union européenne à l'époque, comme l'Italie, la Grèce, mais aussi ex-Yougoslavie, qui sont venus travailler en Suède. Donc on a eu cette migration également. Et tout récemment, on a eu un dernier influx des réfugiés syriens, afghans également. Donc il y a des migrations, c'est basé en cherchant du travail, parce qu'on rencontre un Suédois, on s'installe en Suède, mais aussi évidemment des réfugiés qui fuient de la guerre. Donc ce groupe est assez hétérogène. Et, mais évidemment, comme plusieurs pays, il y a des défis, l'intégration, l'éducation, avoir accès à certains services, sans apprentissage de la langue. Je pense que les défis dans plusieurs pays européens, dans la France, c'est assez similaire. Donc c'est quelque chose qu'on travaille, on travaille là-dessus. Et il y a plusieurs projets, programmes pour faciliter l'intégration. Et voilà, c'est quelque chose je pense, on peut échanger aussi entre Européens pour voir ce qui fonctionne mieux, peut-être moins bien, et comment on peut travailler davantage ensemble, parce que je pense que les défis sont assez similaires. Évidemment, chaque pays est différent, mais il y a des expériences qu'on ne peut pas prendre l'un de l'autre. Et sur l'autre question... sur la fin de vie. Oui, j'avoue que je ne suis pas un expert de ça, mais il me semble, mais je peux me tromper, mais il me semble que ce n'est pas légal en Suède. C'est la réponse contre. L'euthanasie, de toute façon, n'est pas légale dans quasiment tous les pays. Ouais. C'est la fin de vie, c'est un petit peu différent. Bon. Alors, il y avait une question, madame. Oui, je vois, oui. Je voulais, s'il vous plaît, que vous nous parliez un peu de l'enseignement. À quel âge les enfants entrent à l'école? Est-ce qu'il y a des maternelles comme en France? Et puis aussi, quelle est la langue étrangère qui est apprise en priorité? Et si vous avez aussi des problèmes de recrutement personnel? Oui. Monsieur est censé connaître tout sur tout. D'accord. Les écoles martinelles, oui, évidemment, on a des écoles martinelles, on a des crèches et des écoles martinelles. Vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît. Pardon. Oui, évidemment.
nous avons des écoles maternelles et des crèches. Donc tout début, les enfants vont d'abord à la crèche et puis à l'école maternelle à partir de l'âge de 6 ans. Donc un peu plus tard qu'en France. Et les enfants commencent l'école à l'âge de 7 ans. Donc c'est un peu plus tard que... On laisse les enfants jouer un peu plus longtemps en Suède. C'est pas mal non plus, hein, franchement. Ouais. On rattrape, hein. Il rattrape après. La scolarité dure donc premier 3 classes, puis en 7 collège, donc c'est 12 ans. Enfin, 9 ans obligatoire, et ensuite encore 3 ans lycée professionnel ou plutôt académique. Mais voilà. Donc, je dirais que la plupart des jeunes poursuivent des études jusqu'au lycée. Ça veut dire que tout le monde termine son bac, mais la plupart continuent quand même au lycée. Voilà. Donc, et là, on termine un peu plus tard, on a un peu de retard par rapport aux enveloppes français, donc on termine vers 18-19 ans, en Suède plutôt, qu'en France, donc un peu après. Et vous avez donc, et aussi la question sur la langue étrangère. Première langue étrangère enseignée à l'école, c'est l'anglais. Voilà, c'est l'anglais. Et j'imagine que c'est pareil en France. À mon époque, c'était à partir de la 4e classe, donc à partir de 10 ans. Maintenant, c'est à partir de l'âge de 9 ans, donc à partir de la 3e classe. Et ça continue tout au long de la scolarité. À l'âge de, encore une fois, c'est plus facile de parler de ma génération, mais à l'âge de 13 ans, donc la 7e classe, à mon époque, on avait la possibilité de choisir une 2e langue. Et à mon époque, c'était français, allemand. Maintenant, ils ont ajouté l'espagnol. Et je pense qu'ils peuvent commencer à l'âge de 12 ans, donc à partir de la 6e classe. Vous parlez tellement bien français qu'on voit que vous avez appris très tôt. À 13 ans, oui. Mais sur la question éducative, les Français regardent les classements des systèmes éducatifs et on voit souvent que la Finlande, la Suède sont dans des classements tout à fait importants, un peu meilleurs que la française. C'est vraiment vrai ? Évidemment. Mais qu'est-ce qui explique ces différences de classement, par exemple, que vous voyez un peu? Bon, déjà, les classements, ça dépend quand on regarde les classements. On regarde les PISA, par exemple. Oui, c'est ça. Il y a ça, mais il y a aussi des classements des universités. Oui. Donc ça dépend, si on regarde les universités, par exemple, un classement, ça commence par là, 3e cycle, et la recherche. Nous avons quelques universités, par exemple Karolinska, qui fait recherche dans le domaine de la médecine, par exemple, qui a un niveau reconnu international, qui est aussi l'Institut qui décerne le prix Nobel de médecine, par exemple, donc un certain renommé, et ça attire aussi une certaine compétence des chercheurs. Il y a d'autres universités, comme Uppsala, il y a une école de commerce qui est très bien placée à Stockholm, et d'autres. Je pense qu'il y a une tradition de recherche, il y a aussi une tradition d'innovation, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que la Suède, c'est un pays d'ingénieurs, d'innovation d'ingénieurs, donc très axé sur l'innovation industrielle, tout ce qui est technique. On est par tradition, on accorde beaucoup de valeur à ces compétences, à ces domaines. L'innovation, je pense qu'on va relativement petit pays. Tu commences à faire concurrence, quand on fait face à la concurrence mondiale, donc c'est une façon de rester à innover. Il y en a beaucoup d'entreprises dans la technologie qui ont très tôt vu le potentiel. Par exemple, Skype, fondé par Suédois, il y a d'autres exemples avec les technologies. Donc je pense que c'est lié à ça. Après, l'éducation, si on parle de l'école, par exemple, je pense que c'est aussi lié au fait que
obstination, donc on doit... Peut-être que je distingue peut-être la Suède un peu, c'est la possibilité de cette rattrapage. C'est pas uniquement quand on commence tard qu'on doit rattraper, mais aussi on a la possibilité de rattraper tout au long de la vie, je dirais. Il y a un accent mis sur l'éducation. Récemment, par exemple, il y a un programme qui est lancé par le gouvernement, que par exemple, pour ceux qui sont déjà dans le monde actif, peuvent avoir un accès à une bourse pour continuer, enfin, des formations continues. Et là, on parle par exemple quelqu'un qui à l'âge de 45, 50, voire plus de 50 ans, qui se sent besoin de changer de profession. Là, c'est possible. Donc, c'est possible d'avoir une bourse pour le faire, une bourse qui permet à la personne de poursuivre cette activité. Donc, je pense que c'est un concept on doit apprendre tout au long de la vie, une formation continue. Donc, il y a des programmes qui ont été mis en disposition, comme ça. Il y a aussi des programmes pour, par exemple, rattraper le baccalauréat, par exemple, si on n'a pas eu à l'âge normal, on va dire. Il y a des programmes qu'on peut rattraper après et après accéder à des études supérieures. Monsieur? Oui, on a évoqué précédemment la forêt. Parlez pas trop fort. C'est trop fort, là, on entend. C'est trop fort. Oui, allez-y. C'est bon. Donc on a évoqué la forêt. La Suède est, je pense, encore le premier pays d'Europe au point de vue forêt, je pense. Oui, je ne sais pas, en termes de... je pense, la Suède ou la Finlande. Quid, qu'en est-il de votre industrie papetière? Voilà. Quelle est son évolution, voire son orientation, compte tenu des problèmes qui peuvent se poser au niveau mondial sur la forêt? Merci. Évidemment, nous dispensons peu de ressources naturelles. Si on a quelque chose, c'est l'énergie hydroélectrique, surtout dans la Suède. On a des mines d'acier au nord de la Suède et la forêt. Donc la forêt, je dirais que c'est une de seules, très peu de ressources naturelles que nous dispensons en Suède. Donc c'est vraiment important, c'est un secteur très important. Et ça nous a permis aussi de évidemment développer pas uniquement l'exportation de tout ce qui est papier, mais aussi faire des packaging l'emballage des produits. Il y a d'autres entreprises suédoises en fait qui sont nées comme ça, parce qu'ils ont vu le besoin, ils ont vu qu'on a les matières premières, mais il faut trouver comment emballer les produits. Donc il y a donc oui, ça reste important, évidemment. Voilà, mais je pense... Vous exportez du papier? Ah oui? Oui, il n'y a pas de papier, bien sûr. Ouais, ils ont très bien. Alors, il a une question, il la connaît la réponse, alors je vois pas l'intérêt. Ils exportent de papier, mais au-delà de cette industrie, est-ce que la Suède va considérer la forêt comme source de molécules? Et donc, ça c'est l'avenir, puisque vous êtes un pays d'ingénieurs et de recherche, c'est quand même important, pour en particulier pallier une partie des ressources fossiles. Voilà, je ne sais pas si ce que vous pourriez nous dire là-dessus. Oui, enfin, papier au papier, oui. Ça, évidemment, oui, on peut regarder ça que cette transition verte, ça également, ça représente des opportunités, par exemple tout ce qui est déchetable, par exemple des couverts déchetables. Maintenant, on voit de plus en plus des déchetables en bois, par exemple. Oui, évidemment. Mais donc ça fait une partie de cette transition verte, mais il y a plusieurs aspects. Comme j'ai mentionné, il y a plusieurs aspects de la transition verte, l'énergie, le bois, oui, la forêt, oui, ça pourrait jouer un rôle important également. Je pense que encore plus important, peut-être, c'est aussi le fait
trouver des sources énergétiques alternatives. Voilà, parce que quand même c'est le fossile qui pollue, qui représente un pourcentage important de la pollution. Est-ce que quand on préside le Conseil de l'Union européenne, on a disons, l'envie d'être un peu exemplaire par rapport aux autres États? Exemplaire dans ce qu'on indique dans le programme. Est-ce que le pays a envie d'être exemplaire quelque part? À votre avis, enfin, c'est pas... Je sais que c'est un diplomate qui s'exprime, donc c'est jamais facile, mais est-ce qu'il veut être un peu exemplaire à cette occasion, en quelque sorte? Exemplaire, pourrez-vous préciser? Montrer l'exemple, tout simplement. Montrer l'exemple aux autres. La France a cette tentation, après. C'est plus qu'une tentation. La France fait ça quand elle préside le Conseil de l'Union. Elle veut montrer qu'elle est le meilleur pays à cette occasion. Chacun son tour. Et vous, non. Vous êtes plutôt dans la discrétion, dans... Je pense qu'on est peut-être un peu moins missionnaire que la France. C'est dit de manière diplomatique. Mais dans le bon sens. Bien sûr. Je pense que c'est la troisième fois que nous avons la sur la présidence. Donc on a appris nos présidences précédentes et je pense pour nous c'est l'occasion en fait de donner une valeur ajoutée à tous ces processus, tout ce travail qui est en cours, de se mettre en œuvre au sein de l'Union européenne. Et cette présidence est un peu différente des deux précédentes, parce que bon, maintenant, on a la création de service extérieur action européenne, le corps diplomatique européen par exemple. Donc avant, il n'y avait pas ça. Donc déjà, normalement, les discussions politiques, de la politique qui portent sur la politique étrangère, c'est assuré par ce service, par le SOE, par exemple. Avant, c'était présidé par la présidence. Et voilà, la troisième fois, quand nous avons bien sûr la présidence, c'est différent que la première, mais aussi, comme je mentionnais, 2000 des réunions se déroulent, organisées à Bruxelles. Donc, la première présidence de la Suède, c'était plutôt à Stockholm, en Suède. Ouais, c'est ça. Beaucoup plus que maintenant. Maintenant, évidemment, il y a des réunions informelles en Suède, mais peut-être moins qu'il y avait avant. Et donc c'est une présidence néanmoins importante, mais peut-être un peu différente des autres. Voilà. Voilà. Et je pense que s'il y a une chose pour mentionner, c'est peut-être la guerre en Ukraine quand même nous a impacté à tout le monde, à tous les pays. Et la Suède qui est encore plus proche de la Russie que la France, géographiquement, je veux dire. Vu la question que vous avez posée sur l'OTAN, évidemment, ça montre l'importance que nous attachons à la situation. Et voilà, donc, peut-être la guerre en Ukraine, peut-être dans notre cas de priorité, j'aimerais bien mentionner encore la guerre en Ukraine comme quand même quelque chose qui peut être marqué davantage cette présidence. Oui. Oui, comme vous le savez, la Suède jouit d'une bonne réputation en France, sauf peut-être d'ailleurs dans les campagnes alsaciennes où on continue à dire aux enfants turbulents, je dis en alsacien, ich nicht brav bringe ich in Schwed, si t'es pas gentil, je te conduis chez les Suédois. C'est une allusion à la guerre de 30 ans que personne ne comprend bien dans la France. Non, plus sérieusement, la Suède a une bonne réputation avec cette restriction chez ceux qui connaissent la législation familiale suédoise, qui est quand même la plus sévère du monde, à telle enseigne qu'on a pu dire que si on appliquait les normes suédoises à la France, on enlèverait leurs enfants près de la moitié des familles françaises. Alors ma question, qu'est-ce qui justifie cette sévérité législative à l'endroit des parents? Est-ce que l'État suédois s'estime meilleur parent que les parents? C'est ma question. Oh là là, quelle question! J'avoue que je n'ai pas tout à fait compris votre question sur selon vous, l'État suédois, la loi suédoise, c'est qui règle... Veille à ce que les enfants soient éduqués selon
des normes morales, sociales, assez contraignantes, et plus enclin à enlever les enfants aux parents indignes qu'en France. Enfin, jugé indigne par l'État suédois. Les parents suédois sont certainement beaucoup plus dignes que les parents français, parce qu'on n'enlève pas souvent les enfants, mais les normes sont beaucoup plus sévères qu'en France. Vous n'êtes pas un spécialiste du droit de la famille, hein? Non, mais c'est pas la première fois que j'entends ça ouais, je ne saurais pas dire en fait. Je pense que la législation suédoise, je ne vais pas comparer la législation française suédoise, mais ça m'étonne qu'il y a un écart quand même. C'est des mesures éducatives qui sont effectivement très sévères. Oui? Oui, bonjour Monsieur le Conseiller, pourriez-vous commenter, si vous le souhaitez, je me place sur un tout autre terrain, celui de la méthodologie suivie par le Conseil, qui est un travail sur 3 présidences. La sortante, celle qui est en préparation, et puis la future. Est-ce que vous estimeriez que cela limite votre marge de manœuvre au niveau de vos 6 mois, qui n'arrivent bien évidemment pas souvent, vous l'avez souligné tout à l'heure, 3 fois pour la Suède, c'est pas souvent qu'on est aux manettes quand on est un État membre. Le fameux trio. Est-ce que le trio vous limite? Est-ce que le trio nous limite? Pas spécialement, parce qu'on est bien conscient. On est bien conscient qu'à un moment donné, on va assurer la présidence. Donc on se prépare, évidemment. Ils avaient fait un dialogue avec les présidences précédentes. Voilà, le trio. Et bien avant. On apprend aussi de nos collègues bien avant. On peut regarder ça aussi comme une force, comme un avantage, parce que ça veut dire que, évidemment, par exemple, dans la présidence suédoise, il y a des dossiers qui ont été lancés par la France, qui a commencé par la France, puis le travail assuré par la République tchèque, et puis la Suède va conclure, va finir ce travail pour certains dossiers. Il y a beaucoup de dossiers, et je pense qu'au début de la présidence suédoise, il y avait 350 dossiers, donc c'est énorme. Donc évidemment, on ne va pas pouvoir finir tous les 350 dossiers. C'est énorme, parce que ça dépend pas uniquement de la précédence. C'est un processus, c'est quelque chose qui a avancé avant nous, c'est quelque chose que nous, la Suède va lancer, va commencer à traiter, à discuter, et ensuite c'est le processus démocratique. Donc ça passe avec la Commission, mais aussi après il faut que ça passe au Parlement européen. Donc il y a tout un processus à respecter, évidemment. Mais il y a certains dossiers que nous pouvons conclure. Il y a d'autres qui vont conclure le travail, on va suivre le travail, et on va passer le travail à nos amis espagnols, qui vont à leur tour passer ce travail à nos amis belges. C'est tout à fait normal, c'est le processus comme ça l'Europe fonctionne. Oui. Bonjour, merci encore pour vos explications. J'avais 2 questions de nature différente. D'une part, si on revient sur les relations entre les pays nordiques et scandinaves, est-ce que vous pourriez préciser davantage la nature des relations selon les pays? Parce que la Norvège, la Finlande, le Danemark, c'est pas tout à fait pareil. Bon, vous avez aussi bien sûr pas mal de relations avec l'Allemagne, ça c'est connu. Donc c'était le premier aspect de ma question. La seconde aspect n'a pas grand-chose à voir, et plus directement sur le plan intérieur. Parce qu'avec les dernières élections de fin 2022, on a eu un changement, l'image social-démocrate, disons, de la Suède reste très forte, comme ça a été dit précédemment, et la politique de consensus et de compromis est très forte au niveau intérieur, mais la question c'est, quand on lit les analyses dans la presse politique française sur cette évolution avec les dernières élections, un des
qui est donné pour expliquer ce changement, pas si vif que ça, parce que c'est assez équilibré, pour aller vite la gauche et la droite, mais c'est dire que c'est l'évolution du coût de la vie, et notamment l'augmentation du prix de l'énergie pour les foyers suédois qui a fait que ça a basculé. Peut-être même, sans doute davantage, est-il écrit, que la politique, les relations avec l'immigration, pour aller vite. Donc, je voulais savoir quel était votre sentiment sur le plan de la politique intérieure, l'évolution de la société suédoise, entre différents facteurs. Et toujours sur le plan intérieur, bien que ce soit un peu particulier, les relations actuelles avec les Samis, on disait avant les Lapons, mais c'est politiquement incorrect, et le fait que c'est dans leur région que s'installent les industries que vous avez évoquées au début, à savoir les industries d'acier produites, et pas seulement ça d'ailleurs, qui doivent être installées sur cette région. Voilà. Merci. Merci pour la question. Donc il y a deux questions. C'est que je commence d'abord avec la relation avec les autres pays nordiques scandinaves. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question, mais encore une fois, pour préciser nos relations avec nos voisins, également, vous avez mentionné l'Allemagne également, elles sont excellentes relations. Excellentes. On a dit, par exemple, Danemark, c'était une région très dynamique au sud, dans celui de la Suède, qui connecte avec le pont, qui connecte Copenhague et Malmö, la troisième ville de la Suède, avec l'université Lund à côté, donc c'est une région très dynamique. Par exemple, c'est quelque chose qui a favorisé aussi davantage la relation entre nos deux pays. Avec la Norvège, pareil, il y a beaucoup de, juste donner un exemple, il y a beaucoup de gens qui habitent dans les régions frontalières. Par exemple, on parlait vraiment des transfrontaliers. Je ne sais pas si vous connaissez, vous, ça c'est loin. Oui, alors c'est avec l'Allemagne. Oui, voilà, le concept de transfrontalier est assez connu ici, donc chez nous pareil, surtout au sud, entre Malmö et Copenhague, donc on vit dans une ville, entre dans l'autre, voilà, et tout ça. Un peu comme ici, et avec Norvège également, il y a ça dépend un peu. La valeur de la devise, la couronne norvégienne, la couronne suédoise, qui est la plus forte. Et il y a un collègue diplomate norvégien m'a dit l'autre jour que en fait, la tendance était avant que les Norvégiens venaient en Suède pour acheter des produits de première nécessité, parce que c'était moins cher. Mais maintenant, la devise, ça passe que de l'autre côté. Donc, il y a moins de Norvégiens qui viennent en Suède pour acheter des produits de première nécessité. Peut-être qu'il y a des Suédois qui vont en Norvège, c'est le taux est favorable. Donc, excellent avec la Finlande, oui, c'est des excellentes relations avec la Finlande. D'ailleurs, chaque fois qu'on a un nouveau Premier ministre élu, soit en Finlande, soit en Suède, notre premier visite à l'étranger, c'est soit à Stockholm, soit à Helsinki. Comme nous en France, avec l'Allemagne. Ouais, voilà, c'est donc excellente relation dans tous les domaines. Et comme je disais tout à l'heure, c'est des relations qui se renforcent davantage parce que vu la situation de sécurité en Europe, avec la guerre menée par la Russie en Ukraine, ça a été nécessaire pour la Finlande en Suède de compter davantage dans le domaine de sécurité, mais c'est quelque chose qu'on va faire davantage avec nos voisins nordiques également, avec notre voisin. Donc, excellente relation. Et sauf le sport, parce que là on est toujours des règles. Et l'autre question sur la Suède, et évidemment, comme la France d'ailleurs, les prix, l'inflation, oui, c'est quelque chose, l'inflation en Suède est un peu plus élevée qu'en France, je pense tout de 10%, mais ça dépend des produits, il y a certains produits qui sont montés de 17%, mais je pense en moyenne c'est autour de 10%, si je ne me trompe pas, donc un peu légèrement plus élevé qu'en France. Et voilà, donc, évidemment, c'est une question qui est préoccupante, évidemment, parce que ça veut dire que les ménages perdent leur pouvoir d'achat. Évidemment, il y a aussi la question avec les taux d'intérêt qui sont
qui ont monté, qui en un an, basiquement passé de 1% en Suède à maintenant à 5%. Voilà, c'est énorme, hein, c'est énorme parce que à l'évidence en France, quand vous achetez un bien, j'ai l'impression qu'en France, c'est assez quand on achète ça en 20 ans, 25 ans, 30 ans, alors qu'en Suède, souvent les gens optent pour un taux variable. Donc pour ça, dans un an, ça bascule de 1%, 5%. Voilà. Voilà. Mais toutes ces grandes questions stratégiques, mais aussi certaines questions de grande importance dans l'économie, on a tendance à prendre cette décision, le gouvernement a tendance à prendre cette décision dans le consensus. Évidemment, le gouvernement, mais aussi de dialoguer avec l'opposition. Voilà, c'est des questions qui portent long terme. Vous connaissez le consensus, le dialogue entre majorité et opposition. Parce que la France pratique beaucoup moins ce consensus-dialogue. Oui, c'est quelque chose... Ça doit vous surprendre peut-être, non? Oui, c'est quelque chose, je pense, c'est très ancré dans la culture suédoise, c'est le consensus, même dans les organisations suédoises, le consensus discuter, arriver à une solution en dialoguant, en discutant avec d'autres, c'est important. Nous attachons beaucoup d'importance à ça. Et voilà, c'est quelque chose qu'on peut retrouver. On va devoir conclure. Il y a une dernière question sur les Samis. La peau. Oui. Sur le peuple Sami? Oui. Une courte question, quand est-ce que va commencer l'exploitation du lithium en Chine? Les deux questions sont liées. D'abord, Sami, c'est le peuple autochtone de la Suède, évidemment. Ils ont le parlement à eux, il y a l'enseignement de la langue, il y a des chaînes, des nouvelles diffusées en leur langue. Mais évidemment, il y a d'autres aussi langues, en Suède. Au nord de la Suède, il y a aussi la langue Niékélé, qui est un mélange entre, je dis ça un peu, une langue qui est un peu un mélange entre le finnois et le suédois, qui est aussi une institut minoritaire, et les yiddish également, qui est sorti de leur minoritaire. Et ces questions que la Suède a découvert tout le terre rare, c'est pas ici dans la visite. Donc je mentionnais tout au début de cette conférence que tout début de la présidence, le gouvernement suédois et le roi suédois ont invité toute la Commission européenne à Kiruna, donc à l'extrême nord de la Suède. Et justement, lors de cette visite, il y avait cette nouvelle plutôt positive que ils ont découvert des terres rares au nord de la Suède. Et ça, c'est une question de bonne nouvelle pour l'Europe, pas seulement pour la Suède, mais pour l'Europe. Parce que actuellement, l'Europe importe ces terres rares de la Chine, surtout. Et ça pourrait s'inscrire aussi de cette autonomie de l'Europe et aussi de la sécurité de l'Europe, d'avoir une production de ces minéraux en Europe, pas être dépendant d'autres pays pour nos besoins des terres rares. Donc c'est quelque chose, toujours au début, donc il faut faire des recherches, voir quelle est la richesse, évidemment. Mais bon, avec ça, il y a évidemment d'autres questions qu'il faut trancher, l'écologie bien sûr, il faut respecter évidemment l'environnement, évidemment le peuple sami, toutes ces questions à discuter, à prendre en compte également. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup.